on va y aller avec notre premier point qui est testament et dévolution successorale. C'est quelque chose que les gens, je pense que c'est le sujet le plus important de la soirée, ce que les gens ils aiment ça, c'est intéressant, puis en même temps, mais tout le monde a besoin de savoir comment ça procède. Ça touche tout le monde, effectivement, parce que malheureusement, comme vous l'avez dit, le décès, c'est pas mal une des choses inévitables dans la vie. Là. Donc, on va y aller, il y a différentes sortes de testaments. Effectivement, il y a 3 sortes de testaments au Québec, là, donc existants. Là, fait que vous ne pouvez pas en inventer d'autres, malheureusement. Donc, le testament holographe, d'abord, qui serait celui que vous auriez écrit là, à la main, chez vous, qui ne coûte rien, qui n'est pas compliqué. Vous écrivez avec votre stylo, vous mettez la date, vous signez et vous dites, en gros, à qui vous voulez léguer vos choses, qui va s'en occuper. Et vous faites ça le mieux que vous pouvez, finalement. Donc, ça, c'est le testament holographe. Le testament devant témoin, il ressemble beaucoup à ça. Il faut rajouter tout simplement 2 témoins qui vont venir signer à la suite de vous, là, à la fin du document. Très important de mentionner que si vous faites un testament devant témoin, les témoins ne peuvent pas être héritiers dans le document. Sinon, ça l'annule le legs. Là. Donc, très important de préciser qu'on ne peut pas faire ça là, comme autour du verre de vin en couple le samedi soir. Là, c'est peut-être pas la meilleure idée là, parce qu'on va sûrement déshériter l'un l'autre. Là. Donc, c'est peut-être pas la meilleure option. Et sinon, ben, le meilleur, là, c'est pas parce que je prêche pour ma paroisse, là, mais sérieusement, je pense que je vais réussir à vous convaincre que le meilleur reste le testament notarié, donc qui est fait devant notaire, qui coûte des sous, mais curieusement, qui coûte moins cher que si vous n'aviez pas fait un notarié. Parce que les 2 autres formes qui ne sont pas notariées, donc l'holographe et le devant témoin, vous devez le faire vérifier au tribunal lors de votre décès pour l'utiliser. Donc, et ça coûte pas mal plus cher qu'un testament notarié à la base. Oui, donc si on le fait nous-mêmes, dans le fond, on fait juste reporter les frais à plus tard. Ou à nos héritiers, dans le fond. Bien, exactement, on fait plus que ça, on ne fait pas juste les reporter, on les empire. Parce que non seulement ça va coûter les frais seulement au décès, mais ils vont être 3, 4, 5 fois plus coûteux que si vous aviez fait votre testament notarié à la base. Je voudrais revenir sur les testaments holographes. Il faut absolument que ça soit manuscrit. Hein? Ça ne peut pas être tapé à l'ordinateur. Non, effectivement. Pour le testament holographe, il faut vraiment que ce soit manuscrit. Là, évidemment, ce serait une bonne idée de l'écrire à l'encre plutôt qu'au crayon à la mine, là, évidemment. Mais sinon, là, effectivement, il faut vraiment qu'il soit écrit à la main. Et pour le testament devant témoin, on pourrait l'écrire à l'ordinateur. C'est pas idéal, évidemment, là, parce qu'il n'y a pas vraiment la reconnaissance d'écriture qui pourrait venir aider des fois à la reconnaissance. Mais sinon, on pourrait l'écrire à l'ordinateur à ce moment-là. Puis au décès, si je comprends bien, ces 2 formes-là, il faut absolument passer par le tribunal pour le faire valider. Exactement. Donc, si automatiquement que ce n'est pas un notaire qui a signé en bas de vous, là, il n'est pas notarié, on doit le valider au tribunal. Ça coûte cher, c'est long, c'est plus compliqué. C'est pas une bonne idée, là, finalement, là, tout simplement. Justement, on a déjà une question dans le chat qui me dit comment que ça coûte grosso modo, un testament notarié. Là. Pas rien de fancy là, avec des fiducies, là, quelque chose de simple. Là. Ça varie. C'est vraiment une question très difficile. Parce que c'est comme si vous me disiez un avocat, combien ça coûte? Ça dépend du dossier, ça dépend de la complexité. Je vous dirais peut-être un 300, 350 $ par personne, plus taxes. Si c'est vraiment simple, qu'il n'y a pas de particularité, ça pourrait jouer dans ces eaux-là. Mais reste que malheureusement, les notaires, on est en libre concurrence. C'est comme magasiner n'importe quel professionnel. Donc, chaque notaire a ses prix, chaque notaire a ses frais. C'est sûr que si vous allez dans un notaire qui a un gros bureau versus quelqu'un qui est dans son sous-sol, il y a moins de frais. Ça joue sur les frais directement. Là. Qu'est-ce qu'il faut absolument prévoir dans un testament? Là? Y a-t-il vraiment des choses là, qui doivent s'y retrouver absolument? Bien, c'est sûr que si vous l'écrivez par vous-même, holographe, devant témoin, ça peut être plus difficile de rien oublier. Là. D'où l'importance aussi, une plus-value rendue là aussi de payer, c'est que quand vous allez devant un notaire, bien justement, lui, en théorie, il va penser à tout, il va vous conseiller, il va bien rédiger, il n'y aura pas de contestation, ça va être bien fait. Et aussi, ça va être enregistré à la Chambre des notaires. Donc, quelque chose de très important aussi, là, un très gros point, un très gros argument là, pour vouloir le faire notarié plutôt que non. Sinon, dans un testament, si vous n'avez vraiment pas le choix, moi, je dis souvent que les testaments holographes ou devant témoin, c'est un peu plus des testaments temporaires là, en attendant.
Il faudrait mettre évidemment les héritiers, donc qui vous voulez qui hérite de vos biens, un liquidateur, donc qui va s'occuper de la gestion, qui va gérer votre succession, et peut-être un tuteur si vous avez des enfants. Donc, ça serait peut-être une bonne idée de prévoir qui va s'occuper de vos enfants s'il se passe quelque chose malheureusement avec les deux parents. C'est quoi le registre, justement, dont vous avez parlé? Oui, en fait, automatiquement, si vous faites un testament notarié, automatiquement, il se retrouve au registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires. Donc, la Chambre des notaires a un registre officiel où est-ce que tous les testaments notariés du Québec se retrouvent. Donc, il était possible de le perdre finalement. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose, un très bon argument pour le testament notarié, encore plus que la validation obligatoire là, lors du décès. C'est qu'en plus, même si vous perdez votre copie, ce n'est pas la fin du monde, il est enregistré à la Chambre des notaires avec votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance, qui ça ne changeront jamais. Donc, c'est très, très sécuritaire. Et l'original de ce testament-là ne sortira jamais du bureau du notaire. Il va être dans sa voûte anti-feu toute sa vie et même après. Puis c'est ça, si un notaire, justement, décède ou il prend sa retraite, les testaments qu'il y avait sous sa gouverne, ils vont où? Vraiment une question. En fait, je reçois cette question-là toutes les semaines dans mes bureaux. Et la question est très simple, c'est qu'il ne se perdra jamais. Parce que même si moi, je ne suis plus notaire, je vais soit vendre mon greffe à un autre notaire, donc ce notaire-là va conserver les originaux, et au pire, il se ramassera à la Cour supérieure, en fait. À la Cour supérieure, il y a tous les actes notariés depuis les années 1900, là, ils sont tous là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les actes notariés sont faits sur du papier spécial, là, du papier notarié qu'on ne peut pas trouver là, dans les magasins grande surface. Et sur ce type de papier-là, l'encre ne part jamais. Donc, c'est ce qui fait en sorte que l'acte est authentique, il est parfaitement valide et sécuritaire parce que justement, on va toujours pouvoir l'utiliser et le lire. Donc, morale de l'histoire, c'est assez clair. Peut-être qu'au départ, un testament notarié coûte un petit peu plus cher, mais c'est 350, 400 $, c'est quand même à 500 $, 600, c'est quand même, ça reste raisonnable que au lieu d'aller devant les tribunaux, puis on peut parler plus de 1000 $. Là. En fait, 1000 $ même, c'est pas cher. Je vous dirais que c'est quasiment impossible de trouver une validation d'un testament. Là, nous, on en fait beaucoup au bureau des validations de testaments holographes, devant témoins, et même devant avocats en passant, hein, parce que les testaments, il y a des avocats qui se risquent, là, j'ose pas le dire, là, mais qui font des testaments, mais malheureusement, ça équivaut à un testament devant témoin. Donc, il va falloir quand même le valider au tribunal pour s'en servir. Donc, vous pensez vous doter d'un professionnel du droit, merveilleux, fait que sûrement que le testament va être très bien rédigé, vous allez avoir les conseils juridiques très bien, mais malheureusement, il va manquer la petite coche, il ne sera pas notarié, donc il va falloir vraiment, vraiment aller le faire valider au tribunal, et ça, c'est 2-3 000 $ parfois. Là. Une question de Liette qui dit « Au décès, est-ce qu'il y a lecture du testament devant les héritiers automatiquement et l'inventaire des biens est aussi remis par le notaire ou c'est le liquidateur testamentaire? » En fait, là, vous avez deux questions. Pour la lecture du testament, je vous dirais qu'on en fait de moins en moins souvent dans les bureaux de notaire. Quoique c'est vraiment apprécié en passant, hein, parce que les gens qui, dans leur testament, exigent une lecture, ça arrive. Là. Moi, j'ai des clients qui font leur testament et ils veulent vraiment que, non, à mon décès, moi, je veux que mes héritiers aient toute l'information, que ça soit vraiment clair, qu'ils puissent poser des questions au notaire. Fait que je veux une lecture officielle comme dans les films, là, parce que tout le monde est là, tout le monde écoute. C'est très apprécié, en fait, mais on en fait de moins en moins souvent, parce que de toute façon, les gens reçoivent une copie. S'ils ont des questions, ils peuvent aller voir un notaire. On est toujours là, on est disponible. Donc, tu sais, avoir une lecture officielle. Des fois, les gens, tu sais, ils n'ont pas nécessairement le goût de se déplacer pour ça. Donc, c'est facultatif. En fait, ça dépend de ce que le testament dit. Ça revient pas mal à ça. Et sinon, pour l'inventaire, oui, excuse-moi, on est-tu obligé de faire affaire avec le notaire qui a rédigé notre testament? Non, pas du tout, pas du tout. Donc, vous êtes toujours libre de choisir un autre notaire. En fait, c'est le liquidateur qui va choisir le notaire de son choix à ce moment-là. Mais effectivement, surtout si le testament, en fait, le notaire n'existe plus, n'est plus là, bien effectivement, on peut choisir n'importe qui, il n'y a aucun problème. N'importe quel notaire va faire le bon travail. Pour l'inventaire, moi, je conseille toujours à ceux qui viennent faire des testaments chez nous de rendre service à votre liquidateur. Mettez une feuille, une liste, quelque chose de disponible. Où est l'argent?
Parce que surtout dans notre situation, parce que là, maintenant, on reçoit quasiment plus rien par la poste. Là. Donc, je suis sûre que vous ne savez pas encore les comptes de votre banque TD, votre banque nationale, votre caisse des jardins par la poste. C'est assez rare aujourd'hui, tout est électronique. Bien, faites donc une liste, puis révisez ça à chaque 6 mois, juste où est l'argent. Comme ça, votre liquidateur, quand vous allez décéder, bien, il va dire, parfait, moi, je m'en vais à telle banque, je m'en vais à telle institution, OK, il y avait une assurance vie là, parfait, les mots de passe de telle affaire sont tous là. Ça serait une bonne idée. Là. Je me sens concernée. Je pense que je sais qu'est-ce que je vais faire en fin de semaine. Ça fait plus que 6 mois que tu as fait ça. Il ne sait pas, tu sais. Ah ouais? Non, c'est ça. On a une autre question. Faut-il payer le notaire qui lit le testament? Ben, malheureusement, oui, mais c'est la succession qui paye en passant. Tu sais, je ne sais pas si, des fois, ça revient pas mal au même parce que la succession devient l'héritier puis il est tout seul. Là. Mais des fois, ça change quelque chose. Là. Donc, c'est la succession vraiment là, qui paye tous les frais de professionnels, donc comptable, notaire, avocat, tout ce que vous avez besoin pour régler la succession. Les factures sont au nom de la succession, c'est la succession qui paye. Super. Si on n'a pas de testament, ni holographe ou rien, là, en principe, mais il y a quand même une façon de procéder au partage des biens qui est prévue au Code civil. C'est bien ça? Exactement. Et j'espère que vous n'avez pas d'enfants. Ça, c'est sûr et certain. Là. Si vous n'avez pas de testament et vous avez des enfants, j'espère que ce soir, vous prenez le téléphone pour appeler un notaire là, pour réserver pour demain matin. Là. C'est vraiment une urgence. En fait, si vous n'avez pas de testament, c'est effectivement le Code civil qui va venir déterminer qui hérite de vos choses et ça ne fera pas nécessairement votre bonheur. Donc, c'est une bonne chose encore là de faire un testament. On va inviter notre étudiante justement de la semaine, Madame Côté, Marie-Justine Côté. J'aime tellement ça, Justine, je ne sais pas pourquoi que vous ne l'utilisez pas, c'est tellement mignon, à venir nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi qu'elle aime le droit notarial. Elle va venir nous expliquer justement à qui les biens vont quand on n'a pas de testament. Donc, bonjour Marie, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien et merci de l'invitation. Oui, donc explique-nous pourquoi tu as un intérêt en droit notarial, puis pourquoi tu es notre étudiante de la semaine finalement. Et dans le fond, moi j'aime beaucoup le rôle du conseiller juridique du notaire. J'aime aussi le fait que le notaire peut avoir une pratique plus en droit de la personne. Comme moi, c'est plus ce côté-là du droit qui m'intéresse. Puis aussi, comme Maître Lavoie le mentionnait au début du podcast, moi, l'aspect entrepreneurial, ça m'intéresse beaucoup aussi. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai choisi le notariat. Oui, vous êtes beaucoup plus autonome que d'aller travailler dans les grands bureaux où là, on a des maîtres de stage. Puis là, c'est beaucoup de... Donc, tu sais, c'est plus effectivement, vous êtes plus autonome, je pense. C'est ça que je n'avais pas pensé à ça au niveau, quand j'avais le choix. Parce que c'est ça, pour aller en droit notarial, on fait le même bac en droit, là, des avocats que le notaire. Là. Oui, tout à fait. Fait que dis donc, je pense que tu es inscrite pour aller en droit notarial à l'automne? Oui, je rentre à l'Université de Montréal en automne, puis je vais faire la maîtrise. Puis ça dure combien de temps, la maîtrise? C'est 3 sessions de cours. Ensuite, après la session d'été, il y a un stage de 4 mois. Ensuite, après les vacances de Noël, c'est la période d'examen. Puis ensuite, c'est la sermentation en mai. Donc, on peut compter environ 2 ans. OK. Donc, toi, tu as eu comme mandat ce soir de nous expliquer si une personne n'a pas de testament puis qui décède. Puis, il faut faire quand même marié ou non marié, là aussi, là. Donc, on t'écoute. OK, bien, je vais me lancer. Dans le fond, c'est le Code civil qui va prévoir la dévolution successorale. Juste avant de commencer, j'ai juste mentionné que quand j'ai parlé du conjoint, c'est le conjoint marié ou uni civilement. Donc, le conjoint de fait, il ne va rien recevoir de la dévolution légale. C'est vraiment important de garder ça en tête. Donc, la dévolution légale va se diviser en 3 ordres. On va se retrouver dans le premier ordre si le défunt a des enfants. Donc, dans ce cas-là, on a 2 options dans le premier ordre. Notre première option, ça va être si le défunt a des enfants et un conjoint. Alors là, le tiers de la succession s'en va au conjoint et le 2/3 s'en va à ses enfants. La deuxième option, c'est si le défunt a des enfants mais n'a pas de conjoint. Alors là, c'est la totalité de la succession. Oups. On t'a perdu, Marie. Ouais. Non, t'as perdu. OK. Oh, là, t'es revenu.
OK, c'est bon. Ouais. Oui, c'est bon. OK, je pense Fait que qu'est-ce qui arrive si on a des enfants mais pas de conjoint? si on a des enfants, mais pas de conjoint, la totalité de la succession s'en va aux enfants. Fait que là, ça, c'est notre premier ordre, c'est assez simple. Ensuite, si le défunt, il n'y a pas d'enfant, ben là, on va regarder dans le deuxième ordre pour voir si ça s'applique. Et ici, on a 2 grands cas de figure. Donc, le premier cas, c'est si le défunt a un conjoint. Donc, dans le cas que, donc, dans le fond, notre première option, ça va être si le défunt laisse des parents, alors là, le tiers de la succession s'en va à ses parents et le 2 tiers s'en va à son conjoint. Notre deuxième option, ça va être si le défunt ne laisse pas de parents, alors là, on va aller regarder du côté des collatéraux privilégiés. Nos collatéraux privilégiés, ce sont les frères, sœurs, neveux et nièces du défunt. Donc, si le défunt laisse bel et bien des collatéraux privilégiés, 1 tiers de la succession s'en va à eux et 2 tiers s'en va au conjoint. Notre troisième option, ça va être si le défunt ne laisse pas de collatéraux privilégiés, il ne laisse pas de parents non plus, alors là, c'est le conjoint qui va prendre l'entièreté de la succession. Ensuite, notre deuxième cas de figure, là, on reste toujours dans le deuxième ordre, c'est si le défunt n'a pas de conjoint. Donc là, avant toute chose, on va regarder s'il laisse des collatéraux privilégiés. Si c'est le cas, bien là, on va avoir 2 options devant nous. Notre première option, ça va être si le défunt il laisse des collatéraux privilégiés et des parents. Alors là, la moitié de la succession s'en va à ses collatéraux privilégiés et l'autre moitié va aller à ses parents. Notre deuxième option, ça va être si le défunt ne laisse pas de parents. Alors là, ça va être les collatéraux privilégiés qui vont prendre toute la succession. Donc ça, c'était notre deuxième ordre. Ça concerne, pour résumer, le conjoint, les collatéraux privilégiés et les parents du défunt. Finalement, on va être dans le troisième ordre si le défunt ne laisse pas d'enfants, pas de conjoint, pas de parents et pas de collatéraux privilégiés. Et comme je ne vais pas m'avancer dans le troisième ordre parce que là, ça va devenir complexe. Fait que c'est ça. En résumé, le premier et le deuxième ordre, je pense que ça donne une bonne idée générale si on veut savoir qu'est-ce qui arrive si on décède sans testament. Ça, c'est Dans tous les cas, c'est pas mal plus compliqué que si on avait un testament. Mais c'est surtout qu'en fait, vous n'allez même pas avoir le choix. Hein, c'est ça. Fait que des fois, on est en conflit avec son frère qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, mais malheureusement, il va peut-être hériter. Là, Là, une des questions qui revient souvent, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui se marient comme tel. Donc, moi, si je suis en couple là, avec... parce que j'avais une question sur mon TikTok justement à ce sujet-là. Je suis en couple avec un homme qui, lui, a un enfant. Donc, la question était, s'il décède, moi, je réclame, je vais avoir quoi? Mais ils ne sont pas en couple, ils ne sont pas mariés. C'est un ils sont en collatéraux conjoint de fait. privilégié. Dans le fond, c'est ça. Elle dit, moi, je suis en couple avec un homme qui a un enfant. On n'a pas d'enfant ensemble, puis on n'est pas mariés. Fait que si lui décède, à qui ça va? J'étais sous l'impression qu'elle s'attendait à dire qu'elle était la conjointe, donc ça aurait été 1 tiers elle, 2 tiers enfant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est encore plus important d'avoir un testament si vous n'êtes pas marié. Exactement. Oui, effectivement, et encore plus si on a des enfants, et encore plus si les enfants sont mineurs. En fait. Explique. Parce que si les enfants sont mineurs et que vous n'avez pas de testament, c'est infernal. Il n'y a pas d'autre mot, malheureusement, là, c'est infernal. Et si en plus vous avez une maison ou des biens d'une valeur de plus de 25 000 actuellement, c'est ça la loi. La loi, en passant, va rentrer en vigueur là, supposément en novembre. Là, c'est ce qu'on dit. Là. En ce moment, ça vient d'être retardé. Par contre, ça va juste monter à 40 000 là. Donc, aussitôt, bref, que vous allez décéder avec une valeur de plus de 25-40 000 là, il va falloir faire un conseil de tutelle pour gérer cet argent-là pour votre enfant mineur. Donc, ce n'est pas automatiquement le parent survivant qui va pouvoir gérer l'argent de son propre enfant. Et imaginez la galère de vendre une maison quand on est copropriétaire avec un enfant de 2 ans. Donc, ça peut devenir très compliqué. Il va falloir aller chercher un jugement au tribunal pour pouvoir vendre la maison. Il va y avoir une évaluation du marché. C'est très, très, très compliqué. Je fais mon mea culpa, là, mais moi, je suis exactement dans cette situation-là. J'ai une copine, je ne suis pas marié avec elle. On a une petite fille de 9 mois, pas de testament. On fera un rendez-vous. Je vais vous appeler après la loi. C'est urgent. Honnêtement, là, si vous avez des enfants et que vous n'avez pas de testament, là, c'est une urgence nationale. Ouais. OK.
J'espère que ma copine écoute en ce moment. La semaine prochaine, vous avez un rendez-vous chez Maître Lavoie. Donc, effectivement, disons qu'on a un testament où on n'en a pas, là, on hérite, et là, la succession est insolvable, c'est-à-dire qu'il y a plus de dettes que de biens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est obligé d'accepter une succession? En fait, non, vous n'êtes jamais obligé. Vous avez un délai pour renoncer. Par contre, on ne peut pas renoncer sur une napkin là, au coin d'une table, là, juste comme ça, malheureusement. Il faut obligatoirement que ce soit une renonciation faite devant notaire. Et moi, personnellement, là, c'est ce que je trouve un peu une injustice dans ma profession, c'est qu'à chaque semaine, je fais renoncer des gens qui payent, manifestement. Mais malheureusement, il faut qu'ils payent pour mon travail, puis mes frais de publication aussi, parce que ça me coûte des sous, là, publier la renonciation obligatoirement au RDPRM. Donc, ça leur coûte des sous pour rien avoir à gérer, pour rien avoir à payer, pour juste être capable de mettre ça de côté puis pas s'en occuper parce que c'est déficitaire. Fait que, tu sais, c'est triste parce que les gens, ils peuvent se faire nommer dans des testaments de leur père, leur mère, leur oncle qui sont à très, très faible revenu, qui n'ont rien dans la vie, qui ont juste beaucoup, beaucoup de dettes. Et là, ils se retrouvent à chaque fois à devoir payer un notaire un 500, 600 $, 700 $ pour faire une renonciation. J'aimerais beaucoup que ça soit un crédit d'impôt là, par la suite, honnêtement, au provincial ou au fédéral, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, les gens, il faut qu'ils payent actuellement pour devoir renoncer à une succession. Il y a une question sur le chat qui demande est-ce qu'il y a un registre de police d'assurance vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le savoir, la personne, si on ne sait pas, est-ce qu'elle a une assurance vie ou non? Y a-t-il un endroit qu'on peut... Non, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y a pas de registre de biens, il n'y a pas de registre d'inventaire au Québec. Ça n'existe pas actuellement. Donc, c'est ça la difficulté du liquidateur. C'est ce que je disais tantôt. Là. C'est pourquoi c'est tellement important de faire une espèce de petite feuille avec où sont toutes vos choses, puis où sont vos biens, où sont les comptes, où sont les assurances-vie. Parce que pensez à votre liquidateur, il va falloir qu'il aille voir toutes les compagnies une après l'autre. Puis là, ça devient vraiment un travail de moine, là, vraiment, vraiment. Là. Donc, ça peut devenir très long, très compliqué. Et par grâce, ne mettez pas cette feuille-là, ni votre copie de testament, dans le coffret de sûreté à la banque. Ça peut sembler une très bonne idée, là, mais non, pas du tout. Mettez pas ça là, parce que pour ouvrir le coffret de sûreté, ça prend le testament. Donc là, tu sais, on tourne en rond. Idéalement, on la met avec le testament chez le notaire, j'imagine. Exactement. De toute façon, il est enregistré. Là. Si vous l'avez fait notarier, là, il est enregistré à la Chambre des notaires. Donc, ça, c'est parfait. Mais sinon, mettez ça juste en lieu sûr, chez vous, dans la table de chevet, là, où sont vos documents importants. Dites à votre liquidateur, bon, s'il m'arrive quelque chose, tous mes documents sont dans tel classeur. Tu vas voir, il y a une belle feuille avec toutes les choses. Tout est là, les assurances-vie, où sont les comptes de banque. Ça va bien aller. Et si tu ne renonces pas, justement, par notaire, puis tu as reçu, qu'est-ce qui peut arriver là, si tu ne le fais pas? Là? En fait, après 6 mois, vous êtes présumé avoir accepté. C'est simple. Après 6 mois du décès? Ou... Après 6 mois à compter du décès ou de la connaissance de celui-ci. Ouais. De celui-ci là. Mais sinon, c'est 6 mois à compter du décès. Puis si tu refuses à ce moment-là les peu de biens qui restent, c'est qui les réclame? Où c'est que ça s'en va tout ça? Bonne question. En fait, c'est le gouvernement. Donc, c'est Revenu Québec, les successions non réclamées. Donc, c'est vraiment un petit département à part qui ne fait que ça. Donc, qui gère, en fait, les successions qui ont été refusées. Ils deviennent un peu le liquidateur de ces successions-là. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de payer les dettes selon ce qu'il y a dans la succession. Ils vont gérer ça. Mais au moins, ça ne sera pas vous. Bien, c'est ça, effectivement. L'important, c'est d'agir rapidement parce que des fois, on va poser des actions qui laissent sous-entendre qu'on a accepté. Tu sais, évidemment, ton père décède, tu rentres dans son appartement, tu ramasses ta télévision, tu la donnes à ton fils, etc., etc. À ce moment-là, c'est comme une acceptation tacite qu'on dit. Il faut faire attention parce que ça arrive dans mon bureau des clients qui veulent renoncer à une succession. Donc, le père, la mère est décédé depuis 2-3 mois. On est encore dans les délais. Et moi, ma première question, c'est toujours, est-ce que vous avez fait un acte d'acceptation? Là, OK, c'est quoi? Est-ce que vous avez touché à l'argent? Est-ce que vous avez utilisé l'auto? Est-ce que vous avez vendu quoi que ce soit? Est-ce que vous avez touché à quoi que ce soit du défunt?
Non? D'accord. Vous êtes sûr? Sinon, Oui? on peut Ah, plus. vous avez tous vidé le compte le lendemain du décès. Oui, malheureusement, on ne peut plus. OK, je comprends. OK. J'ai d'autres questions qu'on avait. Ah oui, j'avais eu cette question-là, puis j'ai promis de la poser. Est-ce qu'on peut léguer un animal? Mais je l'ai à chaque année, celle-là, dans mon bureau, cette question-là. En fait, la jurisprudence est pleine de jugements sur des animaux. Là. En tout cas, les gens aiment beaucoup leur animal là, au Québec. Donc, malheureusement, non, on ne peut pas rien léguer à son animal directement. Malheureusement, ça reste un bien meuble, du point de vue légal, un chien, un chat. Là. Donc, on ne peut pas rien léguer directement à un animal. Par contre, il y a des écoles de pensée qui disent qu'on pourrait faire une fiducie. Donc, on pourrait créer une fiducie qui prendrait soin, qui aurait comme objectif principal de prendre soin de cet animal-là. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport à faire ça. C'est très rare, heureusement, qu'on a ces demandes-là puis qu'on doit un peu argumenter avec son client pour est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. J'ai beaucoup de réserves parce que pensez aux gens qui héritent si le chien finit par décéder, ce qui va arriver un jour, manifestement. On s'entend peut-être pour dire que cette personne-là va avoir hâte que l'animal décède. C'est vrai, je n'avais pas pensé à Donc, ça. tu sais, en Ça pratique, pourrait en raccourcir sa théorie, vie c'est aussi. bien beau, mais en pratique, je ne sais pas à quel point vous allez aider votre animal. Ouais, c'est ça. Wow, OK. Un autre des questions qu'on a, que je vois, c'est est-ce que les testaments par vidéo, parce que ça, c'est comme une nouveauté, c'est bien à la mode là, de faire des vidéos. Est-ce que ça, c'est un testament valable? Non, Pourtant, la personne, on malheureusement. la voit, elle l'identifie. Pas du tout. En fait, il faut que ça soit vraiment une écriture. Il faut qu'il y ait une écriture dans un testament. Donc, audio, vidéo, oubliez ça, là, malheureusement, ça ne passera pas. Quelqu'un qui pose comme question, comment savoir que la personne décédée a laissé un testament notarié s'il ne l'a pas dit à quelqu'un? En fait, c'est obligatoire. C'est une très bonne question parce que comment ça fonctionne en pratique quand quelqu'un décède? Là, première chose, là, s'il vous plaît, quand votre père vient de décéder le matin même, là, appelez pas votre notaire l'après-midi en disant « Là, mon père est décédé, je veux partir, toutes les démarches. » S'il vous plaît, faites votre deuil, réglez les funérailles. Régler une succession, ça prend plusieurs mois. On a le temps. Vivez votre deuil. Rappelez-moi dans une semaine ou 2, 3 semaines, c'est correct. Il n'y a pas d'urgence nationale. Là. Donc, première chose à voir, c'est l'acte de décès. Donc, l'acte de décès et obligatoirement, il va falloir faire la recherche testamentaire. Donc, la recherche testamentaire, on la fait au registre de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec, parce que le Barreau aussi, en passant, a son propre registre des testaments, pas notarié, mais quand même. Donc, si vous faites un testament devant l'avocat, au moins, il va être enregistré au Barreau. Mais il faut que tu le fasses valider devant les tribunaux pareil. Oui, effectivement, mais au moins, il est enregistré. Moi, il est enregistré. Donc, en fait, il va falloir faire les recherches testamentaires obligatoirement parce que vous allez être bloqué à la banque automatiquement. La banque exige pour ouvrir le compte au nom de la succession d'avoir les recherches testamentaires, l'acte de décès et le testament s'il y en a un. Et s'il n'y en a pas, qu'est-ce qui remplace le testament? Mais ça va être une déclaration d'hérédité qui est notariée, qui va venir dire, selon la loi, comme on a dit tantôt avec Marie, qui va hériter. Et ça coûte plus cher qu'un testament en passant. C'est aussi bien de faire le testament, là. C'est clair, la règle de base est là, puis ça reste quand même si tu as des biens, ça devient un investissement là, pour ta succession. Là, donc, Oui. Question, une fois que l'héritage est refusé devant notaire, est-ce possible de revenir et de reprendre l'héritage, sachant qu'il y avait assurance vie et argent qui, lors du refus, n'y apparaissait pas? Si on découvre après, finalement. Oui, très bonne question. Il y a une petite parenthèse pour l'assurance vie que je vais prendre en petit délibéré. Mais sinon, effectivement, quand vous renoncez à une succession, il y a une possibilité de revenir à la charge, de dire « j'ai fait une erreur, finalement, il y avait un compte avec 8 millions dedans, donc je le veux. » Donc oui, parfait. Écoutez, il y a de quoi faire. C'est possible. Pour l'assurance vie, par contre, petite parenthèse quand même très importante, c'est que la plupart des assurances vie sont hors succession. Donc, vous pourriez accepter l'assurance vie et renoncer à la succession si c'est plein de dettes, par exemple. Okay. Donc, ça, c'est quand même bon à savoir. Pour ça, il faut que dans l'assurance vie, comme bénéficiaire, il y ait des noms d'humains, donc des noms précis, et non pas bénéficiaire à ma succession, à mes héritiers légaux, à mes ayants droit. Ne mettez pas ça. Donc, mettez des noms à Jacqueline, Frédéric, et là, bingo, ça va être hors succession.
il va recevoir son chèque en dans 2-3 semaines. C'est super rapide, l'assurance vie. Puis il va pouvoir renoncer à la succession, mettons qu'il y a plein de dettes. Super. Moi, je pense que ça fait m'éclaire. tout. Toi, Marie, as-tu d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées que tu aimerais partager ou on a quand même fait tout le tour en ce qui concerne les testaments? Non, c'était très clair et merci beaucoup. Oui, ben moi aussi, je trouve ça. Donc, on va te remercier, Marie, d'avoir participé avec nous. Puis on va te souhaiter bonne chance dans tes études. Et qui sait, peut-être quand ça va être temps du stage, Maître Lavoie pourra. Ben oui, on prend souvent les stagiaires. Donc oui, ça va me faire plaisir. Bon, ben merci beaucoup. Merci, Marie.